nous saluons aussi la présence des autorités ici présentes. Monsieur le directeur général de NSUP Afrique, Monsieur Ibrahim Meng, qui est ici présent. Merci pour la présence. Madame Daï Maria Diop, directrice générale de Tudum, merci, elle est là aussi. Monsieur Alioune Sakho, professeur de lettres, merci pour la présence. La ministre Ngoné Ndoye, merci. Son Excellence Monsieur Jean-Luc, ambassadeur du Congo, merci pour la présence. Donc on a tout et on a l'éducation. On peut dire qu'on a l'éducation sénégalaise ou bien africaine en miniature aujourd'hui dans cette salle de NSUP Afrique. Merci. Donc nous sommes là pour vous présenter l'œuvre Diarriatou José. Et cette cérémonie a pour thème pourquoi les jeunes ne lisent plus. Comment remédier à ces fléaux. Donc ça sera le thème d'aujourd'hui. Nous remercions aussi l'ensemble des étudiants et partenaires ici présents. Et avant de démarrer la cérémonie, je voudrais vraiment que toutes les personnes ici présentes nous accordent vraiment un applaudissement pour l'auteur et l'organisateur de cette cérémonie. J'ai rien entendu, maximum de faire encore une fois pour nous. En tout cas, c'est un plaisir d'être là en tant que jeune, conscient de sa mission, en tant qu'étudiant conscient. Et je peux dire ici, c'est aussi une réussite pour NSUP Afrique. Maximum de bruit pour NSUP Afrique parce que en première année, moi je suis étudiant en journalisme et communication. Donc en première année, donc, on nous invite à lire, à découvrir des œuvres. En deuxième année, on te force à créer donc, quelque chose, à lire. Donc ça, c'est le fruit vraiment de ce que NSUP Afrique a fait pour ses étudiants. Et maximum de près encore une fois et félicitations. Merci beaucoup à NSUP Afrique, merci à monsieur le directeur. En tout cas, on peut dire que c'est une très bonne méthode de NSUP Afrique d'inciter ses étudiants à découvrir les livres. Et donc la lecture, elle est importante et capitale. Parce que nous vivons dans un monde en permanente mutation. Alors, un jeune conscient doit suivre les enjeux de ce monde en permanente mutation. Et alors, la lecture nous permet donc de découvrir et d'avoir de nouvelles connaissances. Et je pense que c'est dans cette perspective que nous sommes là. Et donc, la méthode, ou bien la stratégie de NSUP Afrique a porté ses fruits aujourd'hui. Un jeune étudiant a osé organiser et écrire donc une œuvre Diarriatou et José. Donc on va démarrer la cérémonie donc d'une minute à l'autre et nous remercions toutes les personnes ici présentes, monsieur le directeur qui est toujours présent pour accompagner donc ces étudiants, en tout cas ce qui montre que il est présent, il a une oreille attentive pour ces étudiants, en tout cas c'est quelque chose. Monsieur le directeur et les autorités donc, qui sont là. Il y a l'éditeur de cette belle œuvre. En tout cas, cette œuvre aussi, il y a d'autres surprises dedans et on va parler un peu donc, du théâtre parce que l'auteur, malin qu'il est, donc, a essayé vraiment d'expliquer l'œuvre à travers le théâtre. En tout cas, on va donc aussitôt donner la parole donc, aux autorités ici présentes. On va démarrer bien sûr par M. Ibrahim Meng, directeur général d'NSUP Afrique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, M. le directeur général. Je l'avais dit en tout cas, la méthode bien sûr de NSUP Afrique a apporté ses fruits. Donc c'est à vous maintenant et quand vous voulez. Remerciement à l'endroit de la ministre, Madame Ngoné Ndoye,
pour sa disponibilité, j'ai l'habitude de la rencontrer sur des plateaux, mais surtout de la recevoir ici au niveau de NSUP Afrique. Je pense que c'est pas la première fois que je la reçois au niveau de NSUP. Très disponible, très engagée, très ouverte et très cultivée surtout. Voilà, qui nous a fait l'honneur de venir rehausser de sa présence cette cérémonie des étudiants. Je pense qu'elle est une référence, elle est un modèle. En tout cas, moi, quand j'ai su qu'elle allait se déplacer pour les étudiants, pour cette cérémonie, mon admiration à son endroit s'est démultipliée. Parce que c'est une dame, une personnalité que je suis beaucoup, très cultivée, très ouverte, mais cette humilité qu'elle montre, encore une fois, voilà, nous montre aussi la voie aux jeunes. Pour réussir, je pense, dans la vie, il faut développer beaucoup de qualités. Et parmi ces qualités, parmi ces valeurs, il faut l'humilité, il faut l'engagement et surtout, il faut miser sur la jeunesse. Remerciements aussi à l'endroit de Mariam Diop, qui a beaucoup de travail à faire parce que promouvoir la lecture, je pense que on peut dire que c'est une gageure. c'est pas évident, donc la directrice de tutelle, avec comme slogan l'écriture est libre. Des mots de bienvenue aussi à l'endroit de Aliou Saro, qui est professeur de lettres. Je pense une mission très difficile parce qu'aujourd'hui c'est l'un des enjeux de ce 21e siècle, surtout avec les WhatsApp et autres. Je pense que cultiver les lettres, je pense que c'est aussi un défi. Bienvenue aussi à M. Colli. Donc cette cérémonie, je pense que c'est une cérémonie de dédicace pour l'ouvrage de Apollyon Josué. Je pense que c'est son deuxième ouvrage. Voilà, le samedi matin, c'est très difficile de me déplacer. Très difficile parce que le vendredi, en tout cas la nuit du vendredi, j'ai l'habitude de beaucoup méditer, de beaucoup travailler et je me réveille très tard. Quand Mme Salé a dit que la cérémonie aura lieu le samedi à 9h, j'ai dit oh c'est la fin du monde. Parce que, oui, c'est la fin du monde. Samedi à 9h, voilà, je ne sais pas comment je vais faire pour être présent parce que toute la nuit, je veille. Toute la nuit. Bon, j'ai dit, mais ce jeune homme, cet étudiant que je croise dans les artères du campus, très discipliné, très engagé, qui est un modèle, qui est une référence, qui organise en plus une cérémonie. Comment faire? Quel est le prétexte que je peux avoir pour ne pas venir? Il n'y en a aucun. Parce que lui témoigner mon admiration, lui dire que vous êtes une référence pour la jeunesse. Parce que la formation, c'est d'abord la production. Nous avons l'habitude, quand on était élève, d'être formés par la répétition. On répétait ce que les maîtres nous dispensaient comme cours. Je pense que ce n'est pas la meilleure méthode, je pense. La meilleure méthode, c'est de pousser l'étudiant, l'élève à produire, à faire des exercices, à produire, à le corriger dans la production. C'est comme ça, on apprend à forger, en poussant l'apprenti à forger, à créer. C'est-à-dire, parce que la meilleure façon d'apprendre à nager à quelqu'un, c'est de le pousser dans la piscine et de le laisser se débrouiller. Donc lui, c'est une référence dans ce sens-là, dans ce domaine, parce qu'il produit. Il produit, il est dans la production, il est dans la création. Et surtout, c'est un étudiant très discipliné. Donc je ne pouvais pas ne pas venir. Et voilà. Ça ne m'étonne pas que la classe soit clairsemée. Vraiment, je savais que la classe allait être clairsemée parce que c'est pas non plus le dada, l'activité aimée par les jeunes, je savais. L'espace le moins fréquenté de cette école, de cette université, c'est la bibliothèque, c'est la salle de lecture. Voilà, on retrouve 2 ou 3, voilà. À chaque fois qu'il y a ce genre de cérémonie, de manifestation, le nombre est très limité. Mais la dernière fois, quand on a invité les 5 lors de la graduation, les élèves couraient pour avoir leur invitation. Voilà, on avait tablé sur 4 000, on s'est retrouvé avec 6 000.
voilà, c'est sûr que voilà, c'était un moment. Malheureusement, la solution c'est ça. La solution c'est ça, c'est la lecture. Parce que on ne va pas revenir sur le thème parce qu'il y a des experts qui sont là pour ça. Donc c'est le mal principal de la jeunesse parce qu'elle est de moins en moins cultivée dans ce sens-là. Elle est cultivée dans un autre sens, voilà, parce qu'il y a d'autres enjeux, mais dans ce sens-là, je pense que c'est un grand défi. L'autre grand défi, c'est important, je fais une digression, mais c'est très important, c'est une valeur fondamentale, c'est la ponctualité. C'est la ponctualité. Au Sénégal, 41 heures, c'est 11 heures. 41 heures, c'est 12 heures. Là, je pense que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a des étudiants qui m'avaient invité à une cérémonie qui devait commencer à 9h ou à 9h10, j'ai oublié le exact. Mais comme je devais être en retard, j'ai pris mon petit déjeuner dans la voiture. C'était au campus 2. En arrivant, j'ai vu que la salle n'était même pas encore aménagée. Voilà, je dis aux étudiants, mais oui, monsieur, voilà, etc. Et ce n'est pas seulement le mal des jeunes. À un moment donné, j'étais membre du club je pense que ça s'appelle conférence des chefs d'entreprise ou quelque chose comme ça. Parce que le rendez-vous, c'était... La réunion devait démarrer à 12h, je pense, 12h. 12h. Non, c'était 14h. 14h. Je n'ai pas déjeuné, je suis parti pour respecter l'heure. Figurez-vous que la séance a démarré à 12h ou je ne sais pas comme ça. Oui, c'est ça, hein, c'était... j'ai été invité un jour à la TFM, une émission. Oui, l'autre m'a donné, m'a dit 14h, je pense 16h, voilà, 16h. Voilà, après la mosquée, on a prié un peu tard, je pense à 14h30. Donc ce jour-là, ma femme avait préparé un bon mafé. Moi, j'aimais beaucoup le mafé. Bon, je dis non, cette fois-ci, pour ne pas être en retard, je ne vais pas prendre le temps. Sinon, je vais être en retard. Je suis parti à la TFM. Et quand l'animatrice m'a vu, voilà, elle a écarquillé des yeux, elle était surprise. Parce qu'à 16 heures, j'étais là. Ah, chérie, Elle m'a amené chez elle pour prendre le café. Et figurez-vous, l'émission a démarré à 20h. Non, Mariam, à 23h. À 23h. C'est-à-dire ça, c'est le mal des Sénégalais. Donc aujourd'hui aussi, 9h. Bon, je me suis levé difficilement. J'ai pris un peu de café, je suis venu et il se trouvait que hier, je devais, en fait, j'ai accepté un rendez-vous à 12h avec le directeur de l'ADPMA à 12h. Voilà, j'ai dit 12h parce que pour moi, si ça commence à 9h, peut-être que j'aurai le temps de... Voilà. C'est ça aussi l'autre moment. Je pense qu'il y a 2 mots principaux ici au niveau de la société sénégalaise. Le premier, c'est que les jeunes ne lisent plus, ils ne sont plus cultivés. Le deuxième, c'est la ponctualité. Voilà. Donc, dans ce sens-là, par rapport à certaines valeurs, toutes ces valeurs, aujourd'hui, je ne pouvais pas manquer cette cérémonie pour rien au monde. Parce que devant un jeune qui représente un modèle, qui représente une référence, qui représente un modèle d'élève d'étudiant que nous voulons, la discipline, l'engagement, la ponctualité, l'esprit d'initiative est là. Donc, merci beaucoup, Peter, en tout cas, il a si bien dit, il faut l'accompagnement, il faut le soutien. Donc des autorités compétentes pour vraiment accompagner les jeunes engagés, déterminés comme notre star du jour qui est là aussi, très bien habillé ce matin. On va donner la parole donc à Ndeye Marie Diop, directrice générale de Totem. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore pour la disponibilité, madame. Madame pour la présence, en tout cas, merci. Donc pour l'accompagnement. Voilà, à vous la parole.
Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le directeur, madame la ministre, ça me fait plaisir de vous revoir. Apollinaire, bonjour. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'entends les jeunes ne lisent plus. Je vais être complètement en déphasage avec vos propos. Parce que, bon, la création de tout thème a été motivée par l'envie de montrer que les jeunes lisent, contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense. C'est une autre forme de lecture et une autre façon de lire. La communication, elle a complètement changé, la lecture, la forme de lecture. Nous lisons à travers nos téléphones, nos ordi, etc. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai plus de 3 millions de lecteurs. Le livre, mon premier livre, je l'ai sorti, ça s'appelle Beauté maudite, et j'ai vendu plus de 4000 e-books minimum. Je ne compte même plus. Pour dire que les jeunes lisent, il y a des applications, c'est-à-dire, il faut... ça a changé, comment dire, le mouvement a changé. Les jeunes ne lisent plus les livres en papier, mais ils lisent les e-books plus. Aujourd'hui, on regarde les maisons d'édition comme Amazon. Amazon, son chiffre d'affaires, la moitié de son chiffre d'affaires, c'est dans les livres en e-book. Aujourd'hui, Wattpad, qui a aujourd'hui un chiffre d'affaires qui avoisine les 400 millions de dollars par an, gagne tout cet argent grâce aux e-books. Aujourd'hui, Wattpad a plus de 80 millions de lecteurs et les 60 millions de lecteurs, c'est des jeunes. Ici au Sénégal, moi, les 3 millions de lecteurs, j'ai presque 2 millions de 500 sont des jeunes. Donc les jeunes lisent, mais c'est une autre forme de lecture. Il faut voir ça, il faut voir où se trouve le mal et essayer de les accrocher. Et pour les accrocher, je pense que si aujourd'hui, en Afrique, je le dis souvent, il y a une politique de non-marketing, c'est-à-dire on peut sortir un livre, comme moi par exemple, je peux sortir un livre et me dire, voilà, j'ai sorti mon livre, la maison d'édition telle m'a édité, etc. Mais est-ce qu'il y a un, je veux dire, là j'interpelle monsieur comment, monsieur Tony, par rapport à ça, les maisons d'édition ici en Afrique ne travaillent pas pour les écrivains en tant que tels. C'est-à-dire ne travaillent pas pour faire vendre les produits. Il y a des benchmarking qui sont faits au niveau de l'extérieur, comme aujourd'hui je prends le livre d'Anatole ou bien de Game of Thrones, je pense que beaucoup connaissent Game of Thrones, qui a vendu aujourd'hui plus de 400 millions de livres, grâce à quoi? Un benchmarking qui a été fait, c'est-à-dire une évolution, on sort le livre, et après on sort la série ou bien le film. Et ça, cela pousse les gens à acheter les livres. Les gens idolâtrent la série ou la saison et cela les pousse à acheter le livre. Tu prends l'exemple de Harry Potter qui a 1 milliard de livres vendus. Voilà quoi. C'est-à-dire, c'est grâce au fait que moi j'ai regardé le film avant d'acheter le livre. Et j'étais prête à tout pour avoir le livre. Donc voilà, ici au Sénégal ou en Afrique, voilà, il faudrait qu'on trouve ce système. Aujourd'hui, tout thème, notre société est là plus pour ça. Parce que certes, les jeunes n'ont plus envie de lire les livres comme ça. Ils préfèrent, aujourd'hui tu mets ton livre en e-book, peut-être tu auras plus de lecteurs, ça c'est sûr. Parce que les jeunes, ils préfèrent les... Voilà, c'est comme ça, c'est une évolution. Cette évolution-là, il faudrait que les maisons d'édition sachent ça et voir comment travailler pour aller tendre vers ça. Et je le disais à Calista, celle qui a écrit Maîtresse d'un homme marié, comment dire, elle n'a pas sorti de livre. Je lui ai dit c'est vraiment dommage parce que sa plume, elle est magnifique. Elle a une très belle plume. Et quand elle a commencé à publier ses chroniques de Maîtresse d'un homme marié, après Marodi l'a pris, ça aurait été tellement bien qu'elle sorte ça en livre. Tout le monde allait acheter ça. Mais malheureusement, il y a cette politique de non... Voilà quoi.
Et donc aujourd'hui, c'est ça qui, l'année dernière, nous avons fait une édition qui s'appelle l'édition d'écriture libre. Et Apollyon, j'étais présent, avait pris le 2e prix avec Rebus, une très belle nouvelle qu'il avait su, il a su magnifier toute, même si c'était pas beau, la beauté de son incarcération à travers une belle écriture qui nous avait scotché, avait pris plus d'un, et il avait eu plus de 1000 et quelques votes au niveau de notre site, et c'est ça qui avait fait qu'il avait gagné le prix du 2e concours. Et donc moi j'ai hâte de lire Diarietou et Georgia, j'ai déjà acheté le livre que je vais lire, Inch'Allah, parce que je connais déjà sa cible. Donc pour dire qu'à Plianche, pourquoi je suis là, c'est parce que, comme le directeur l'a dit, Apollyon, il est passionné, il est très passionné, il a beaucoup d'idées, de ressources, d'envie, etc. Et c'est cette passion-là qui aujourd'hui m'a fait venir ici, parce que moi aussi je suis comme toi, je suis une passionnée, amoureuse de la lecture, de l'écriture, comme on a dit, notre slogan c'est « Ma plume, le reflet de mon âme ». Parce que pour moi, c'est à travers l'écriture que l'on pénètre le mieux les gens. C'est seulement à travers nos écrits que l'on peut toucher, émouvoir, donner envie de faire découvrir, etc. Nous, aujourd'hui, le monde des curriculums, il y en a tellement, nous sommes nombreux, nous sommes plus de 30, 40 curriculums qui écrivent, chacun a, par exemple, je vais donner l'exemple, je ne sais pas si vous la connaissez, Antidote, Mamie, elle a plus de 5 millions de lecteurs. Et voilà, c'est un monde qui est là, qui est vraiment là, mais que les gens ne connaissent pas. Julie, l'itinéraire d'une vie, écrit par une jeune fille qui n'a même pas 30 ans. Elle a plus de 10 millions de lecteurs. C'est des chiffres que je dis, les gens, bon, mais si vous regardez sur Google, vous verrez tout ça. Donc c'est un monde qui est là. Maintenant, ça, il faudrait qu'on voit comment travailler avec les écoles. Nous organisons, il nous arrive, comme le livre que je vous ai offert tout à l'heure, nous avons l'habitude d'organiser des ateliers d'écriture, des campagnes. On en a parlé la dernière fois, des campagnes dans les écoles, afin de faire connaître aux jeunes ce monde-là, et surtout de pouvoir, comme on a découvert le talent d'Apollyon à travers des concours de nouvelles, de romans, de contes qu'on met après dans le site, etc. Voilà, je tenais à expliquer un peu que vraiment, moi je trouve qu'il y a des jeunes qui lisent, mais seulement d'une autre manière, c'est tout. Merci, je vous remercie. Merci, madame. Merci. C'est la directrice générale de Tutelle. En tout cas, merci beaucoup pour la présence et pour l'accompagnement. On va donner la parole aussi à M. Alioune Sakho, professeur de lettres. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, M. Alioune Sakho. On va donner la parole. C'est un professeur de lettres, donc il va nous livrer aussi ses impressions et donc, sur l'œuvre et pour la cérémonie. Vous pouvez vous préparer pour donc, la séance de partage d'une minute à l'autre. C'est à vous maintenant. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame Diop. Et je commencerai par dire que je partage entièrement votre point de vue. En tant que professeur de lettres plus ou moins classique, je suis tout à fait d'accord avec cette nouvelle vision de la lecture. Bonjour et merci à M. Colli. Nous, professeurs de lettres, enseignants tout court, nous devons vous remercier parce que s'il n'y a pas des personnes qui appuient les écrivains, il n'y aura pas de production. Et sans production, il n'y aura pas de lecture. Salutations à Madame le ministre, Madame Ngoné Ndoye. Je commencerai par dire que je suis très honoré. Je ne le connais pas, en toute honnêteté. C'est la première fois que je l'ai vu. C'est par le canal de Madame le ministre que je suis là.
Elle m'a envoyé le livre le mercredi 16. Je l'ai lu en 30 minutes. J'ai eu une appréciation extraordinaire. Et avant de revenir à ces appréciations, je tiens à la remercier. Elle est une partenaire, une sœur. Et ce qui nous lie le plus, c'est l'amour qu'elle a pour la culture, l'amour qu'elle a pour les études. Moi, je suis rufisquois, elle est rufisquoise. Elle a été la première femme maire de commune. Et si aujourd'hui, à Rufisque, tous les élèves mettent des blouses, c'est grâce à elle. Merci. À Rufisque, on dit qu'elle est marraine à vie pour les nombreuses bourses qu'elle a données à ces jeunes qui sont aujourd'hui de grands responsables. Et si je suis toujours lié à elle, c'est cet amour qu'elle a de l'école. J'ai été le professeur de sa fille, aujourd'hui mariée, mère d'enfants, et à Paris. Et c'est à travers sa fille que j'ai vu une parente très dévouée qui porte beaucoup d'amour pour l'école, et particulièrement l'école sénégalaise. Donc je tenais à faire ces témoignages et je remercie les étudiants. Monsieur le directeur, vous avez lancé un cri que nous lançons chaque fois, mais je crois qu'il y a un grand penseur qui disait quand le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. Est-ce que ce n'est pas à nous, enseignants, à nous, parents, de revoir une nouvelle approche? Comment intéresser les jeunes à lire ou bien à étudier par rapport aux préoccupations de l'heure. Et c'est là où se trouve la problématique. Maintenant, si je dois parler de l'œuvre, je l'ai lu en moins de 30 minutes, le mercredi 16. Mais ce qui m'a impressionné, c'est le style de l'auteur. Un style raffiné. Dans la pièce, parce qu'il s'agit d'une pièce théâtrale, on a mis théâtre, qui vient de théâtrum. Et à la question, c'est quoi le théâtre? Aristote écrit une imitation de la vie dans le but de divertir et d'éduquer. Mais en lisant son œuvre, cette définition d'Aristote, qui date de l'Antiquité, a été réactualisée. Du simple fait que j'ai même dit, vous n'avez même pas besoin de dire tout est vrai. Car à travers la règle, vous avez cité dans le prologue la règle de bienséance, mais je dis la règle de la vraisemblance a été respectée du début à la fin. Et pourquoi je le félicite, ce jeune homme? Parce qu'il a une belle plume. Mais j'ai noté que tous les genres sont présents dans son œuvre. Certes, une œuvre théâtrale, mais dans l'œuvre, il y a de la poésie. Parce que le poème que Josué adresse à Diarietou pour exprimer sa flamme, c'est du lyrisme extraordinaire. Et quand on se réfère sur le lyrisme, c'est la poésie du cœur, mais c'est l'expression de l'âme. Et j'ai découvert un jeune plein de talent, mais romantique. Et je disais que même s'il met théâtre, il y a de la poésie, il y a du roman. Parce que le grand prix Nobel de littérature, William Faulkner, il disait que le romancier n'est qu'un raconteur d'une vie réelle ou fictive. Et du fait que tout ce qu'il raconte dans l'œuvre n'est pas imagination et pure vérité, et qu'on sent qu'il y a un récit. À partir de ce moment, le théâtre a été un théâtre narratif. Mais on a vu également que dans l'œuvre, on peut voir l'essai. La différence du roman et de l'essai, c'est que l'essai ne parle jamais de fiction. Même dans le théâtre, j'ai parlé de la règle de vraisemblance, mais par essai par rapport à la thématique sur l'excision,
qui est un sujet jugé plus ou moins pour certains tabou. Et je dirais qu'il a osé mettre le doigt là où il faut. La littérature disait Eugène Ionesco, académicien, n'est qu'une série d'interrogations. Et quand on écrit pour son temps et qu'on a peur de poser les vrais problèmes, on n'est point engagé. Et j'ai découvert dans cette œuvre un jeune très engagé, parce qu'au-delà de l'amour, la thématique de l'amour qui intéresse les jeunes, au-delà du thème le mariage mixte entre un non-musulman et une musulmane, alors que la religion c'est des dogmes, il en a parlé de façon intelligente, sans heurter la culture musulmane. Parce que ce n'était pas évident. Les dogmes, c'est des règles qui ne bougent pas. Quand c'est l'homme qui parle, on peut interpréter, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais quand la divinité, quand Dieu parle, on se soumet à la volonté. Et ce point, vous l'avez bien expliqué à travers, je crois bien, M. Diop, qui l'a bien expliqué, qui a montré que l'amour ne suffit pas tout simplement pour se marier. Et à la fin, Josué accepta d'épouser la religion musulmane, la seule condition pour qu'un non-musulman puisse épouser une fille musulmane. Mais au Sénégal, en Afrique, dans le monde, quand on parle de religion, les gens pensent que c'est tabou. Or, Dieu dit, je parle aux intelligents. C'est les lois divines qui établissent les règles de la vie. Il en a parlé de façon mesurée, de façon intelligente. Si je reviens toujours sur le talent de M. Josué, je dis tous les types de textes qu'on enseigne dans les classes sont présents dans l'œuvre. Il y a de la narration, il y a de la description, il y a de l'argumentation, il y a de l'informatif. Donc, nous vous félicitons. Maintenant, si je reviens sur la notion, les questions, pourquoi les jeunes ne lisent plus? Comment faire pour remédier à ce fléau? Quand Madame la ministre m'en a parlé, bon, je n'ai pas fait de commentaire, mais je dis, aujourd'hui, est-ce que c'est ça la question? La véritable question qu'on doit poser, c'est comment faire de telle sorte que ces jeunes qu'on pense ne lisent pas, lisent. Je dis bien qu'on pense. Moi, je fais partie des professeurs qui estiment qu'il faut moderniser l'enseignement. J'ai posé une question, on travaillait sur les contemplations de Victor Hugo. J'ai dit, qui a le livre? Personne n'a sorti un livre. J'ai dit, qui peut me faire sortir qui a Pulvis S? C'est un poème de Hugo. Et j'ai vu les portables défiler. Tout le monde a le texte à la même minute, au même moment. Dans un séminaire qu'on avait fait à Moudjel, j'ai surpris beaucoup de mes collègues quand je leur ai dit la plus grande hérésie, c'est de dire que le portable est interdit à l'école. Et qu'on mette en place des Wi-Fi. Ça veut dire quoi? N'amenez pas vos portables, connectez-vous, ça pose problème. S'il y a Wi-Fi et les Wi-Fi étudiants, ça veut dire quoi? On veut les pousser à la modernité. Mais est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu en arrière et autoriser l'utilisation des portables dans nos classes, dans nos amphithéâtres? Parce que j'ai dit, le monde a changé. Nous, quand on était élèves, on venait au lycée avec Germinal de Zola dans le sac, Madame Bovary dans le sac, le cahier d'un retour dans le sac, mais ça pèse. Aujourd'hui, avec ce petit appareil, tous les livres peuvent être contenus dans ce petit appareil. Oui, et c'est comme le Trotsky disait, un monde qui n'évolue pas, c'est un monde qui ne peut pas aller vers la perfection. Aujourd'hui, nous avons une grande part de responsabilité. J'ai dit à Madame la ministre, je n'ai pas l'habitude d'écrire. Je mets de grandes lignes. Mais ce que j'ai mis ici, rien que cette affirmation de Victor Hugo peut amener tout un chacun à comprendre que la lecture est importante dans notre existence. Hugo, il dit, lire, c'est boire et manger.
c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Je crois qu'on soit jeune, vieux, on a envie, on a besoin de manger. Maintenant, quand on mange, il faut sélectionner les aliments qu'on mange. La façon de lire, il y a 40 ans, 30 ans, quand nous étions élèves étudiants, on ne peut pas l'imposer à cette génération moderne. Je ne dis pas que nous n'étions pas modernes, mais plus ou moins aujourd'hui par rapport au temps, nous sommes archaïques. Et cette nouvelle génération, ces jeunes, Madame Diop l'a bien dit, ils lisent. Mais qu'est-ce qu'on leur propose à lire? Est-ce qu'on peut demander à un étudiant de lire une œuvre qui fait 400 pages? Non, ils n'ont pas de temps. Et Josué, dans son prologue, je crois, il le dit clairement. Je vais être concis, court, parce que ça, quand c'est long, on ne lit pas. Nous, nos professeurs faisaient des contrôles de lecture. Aller dans le germinal, qui est le personnage qui dit tel ceci, mais ça, notre système était un système dans lequel on donnait à l'enfant des connaissances, on le submergeait de connaissances. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle pédagogie, c'est l'approche par la perfection. Donc quand on change de paradigme au niveau des curricula, il faut également qu'on change d'orientation au niveau de la lecture. Donc, le temps est un peu court. Je n'ai rien préparé, mais je vais dire, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la lecture. Et là où je termine, c'est de dire aux jeunes, on dit que vous ne lisez pas, vous devez lire. Mais qu'est-ce que vous devez lire? Des œuvres qui vous permettent de renforcer vos compétences dans la formation. On va demander à un étudiant en communication d'aller lire des classiques. Je ne dis pas que les classiques n'apportent rien, mais prendre une œuvre thématique peut l'aider plus que d'être dans le roman fleuve ou dans le théâtre antique. Donc c'est là où l'État, où nos gouvernants doivent avoir une nouvelle vision. Il faut une nouvelle orientation parce qu'ils sont conscients que, au-delà de se divertir avec Wally Seck, ils ont besoin d'acquérir des connaissances pour affronter le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un bon discours. Et magnifique quand même, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il est revenu sur une affaire. Je l'ai dit dès l'entame de mes propos. Si on peut faire une analyse de ce qu'il vient de dire, il nous invite sur les enjeux de ce monde en permanente mutation. Je l'avais dit tantôt. Comme le monde est en permanente mutation, le monde bouge. Nous aussi, on doit bouger. Merci beaucoup. Et encore une fois, quel discours magnifique sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va donner la parole. Et musicien se prépare. Donc, c'est le professeur de littérature. On va donner la parole à Madame le ministre, donc, qui est ici. Il nous accompagne. En tout cas, si on entend Monsieur Saro, on peut savoir pourquoi vous êtes là. Vous êtes passionné. Vous êtes aussi maire. Vous êtes là pour accompagner les jeunes. Et il a cité de nombreuses réalisations au sein de votre commune, Rufisque, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ça. Donc, sous vos applaudissements, on va appeler ici Madame la ministre. Bonjour, chers tous et toutes. Vous voyez bien que je suis joyeuse, hein? Je suis très, très, très contente aujourd'hui. Monsieur Meng, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir encore dans cette mythique place du savoir. Et félicitations et merci de vous impliquer comme ça pour la jeunesse et pour l'avenir de notre pays. Bonjour Marietou, heureuse de vous retrouver. C'est elle qui est le cordon ombilical entre Josué et moi. C'est grâce à elle que je l'ai connue, grâce à Toutem. Bonjour Monsieur de Larmatan. Heureuse de vous savoir en Afrique et au Sénégal et d'accompagner tous ces génies en herbe. Bonjour, très cher
professeur Alioune Sakho. Je suis émerveillée chaque fois que je l'écoute et je suis heureuse chaque fois que je partage avec lui ou un plateau ou une salle de conférence. Il est juste magnifique, utile à sa ville et à son pays. Il a formé nos enfants, les enfants de nos sœurs et frères. Il a pu former même quelques-uns de mes frères parce qu'ils ont ensemble contribué à la capacitation des jeunes. Et je suis marraine à vie de son établissement, les académiciens à Rufisque, simplement parce qu'il souhaite magnifier l'éducation et la culture. Soyez-en remerciés du plus profond de nous-mêmes. Monsieur le professeur de littérature, Monsieur Sen, je vous salue et vous donne tous les honneurs dus à votre rang. J'aimerais, chers tous, vous parler un peu de mon Josué. Je l'appelle mon Josué. J'ai retrouvé en lui un fils, un ami, un partenaire, quelqu'un avec qui je discute. Et cela ne va pas étonner Adama Sen, mon éternel chef de cabinet, qui a tout fait et tout partagé avec moi. Il est juste dans la salle. Avec Siré Diokhane, qui me conduit déjà depuis l'année 2000. J'ai rencontré Apollyon Josué à une soirée de littérature organisée par Marietou. C'est là où j'ai découvert l'écriture libre, le e-learning. Moi, je ne dirais pas le e-book, mais le e-learning. Et tout de suite, j'ai dit à Marietou, voilà ce que je cherchais. Le trait d'union entre les jeunes et la lecture. Le trait d'union, c'est justement ce changement notoire de paradigme que tout le monde devrait faire depuis longtemps et se mettre à niveau pour accompagner les jeunes dans la lecture. Et durant cette soirée, j'ai dit qu'il fallait rajouter à tout thème, tout thème. Parce que tout thème, c'est tous les thèmes. Donc, on peut en parler, mais tous aiment, c'est pour eux, pour les jeunes. Et sur ma page Facebook, c'est ce que j'ai écrit. Et ce jour-là, j'ai pu connaître ce merveilleux garçon. Grâce à son livre, Rebus. Et l'histoire de ce livre. Aujourd'hui, avec Diarra et Josué, j'ai pu voir en lisant ce livre que tous les thèmes qui concernent l'évolution de la jeunesse sont confinés, comprimés et dits en quelques mots, en quelques phrases, en quelques lignes. Il a osé parler de tous les thèmes. L'expert en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Je suis juste une maman qui parle. Il a su montrer que ce sont des tares qui nous freinent. Ce sont des tares qui nous gênent et ce sont des réalités dont personne ne peut se départir jusqu'à présent. Même si nous parlons intégration africaine, le thème est là-dedans. Parce que Jésus n'est pas seulement un jeune catholique, mais un jeune chrétien, mais c'est aussi un étranger au Sénégal. Et on ne pourra jamais nous développer si l'intégration africaine n'est pas une réalité. Comment faire pour que nous soyons le pays, l'Afrique, et que tous les autres États en soient, ou des quartiers ou des villes? Il a osé parler de ce thème-là. Il a osé parler du foyer, de la maison. Je dis souvent à mes enfants, chaque fois que vous regardez un film, surtout américain, à la fin, l'acteur principal dit toujours « rentrons à la maison ». La valeur de la maison, la valeur du foyer, la valeur intrinsèque de l'individu dans son environnement est aujourd'hui bafouée, aujourd'hui absente. Aujourd'hui, on n'a pas un retour en famille. On ne sait pas qui on est. Tout est parti en vrille. Il a osé en parler parce qu'il est en train sur comment aujourd'hui les mariages se construisent. Les mariages se construisent parce que deux vieilles personnes ont pensé qu'une jeune fille devait être mariée de force à un an. Mariage précoce, mariage indésiré, une jeune fille excisée dans un cadre où cette personne est non seulement intellectuelle, elle est une sachante, mais qui aimait quelqu'un d'autre à la place. Il a donc pu mettre même
l'essence de la famille qui est la fidélité et la loyauté au couple, déjà à la base, on se rendait compte que cette fille-là ne pourrait jamais être loyale, ne pourrait jamais être fidèle et que finalement, elle a choisi de se donner la mort. Je crois que son livre, en tant que tel, le produit de sa réflexion est extrêmement important pour tous les jeunes. Donc, il faut que les jeunes puissent l'acquérir, puissent se l'approprier, puissent y avoir accès sans avoir besoin, comme disait tantôt M. Sakho, sans avoir besoin de prendre le livre, le document et de le brandir, mais juste aller sur le e-book et pouvoir, à partir de son portable, le lire. Josué, en lisant son livre, je me suis dit, tiens, quand même, le livre reste un moyen d'expression. Et dans nos pays aussi, aujourd'hui, on a un problème de moyens d'expression. La vulgarité avec laquelle les jeunes s'expriment sur certains réseaux. La violence avec laquelle certains jeunes s'expriment quand il s'agit de faire des marches. Je pense que la réponse serait de pouvoir écrire ce que l'on pense, dénoncer ce qui ne va pas, proposer des solutions, s'adresser à l'autre, lui permettre aussi d'échanger avec vous. En produisant donc, on répond aussi à ces questions-là. Parce que je pense que la meilleure expression, c'est celle qui vient du cœur. Voilà pourquoi Totem est né, je pense bien. La meilleure production, c'est celle qui vient de la tête et c'est celle que l'on a emmagasinée et qui a besoin de sortir. Mais, Monsieur Meng, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'être quelqu'un. Il s'agit de devenir quelqu'un. Et c'est un problème encore de la famille et du foyer. C'est parvenir qui importe maintenant. Comment me trouver un véhicule, comment me trouver une maison, comment donner à mon épouse des bijoux, comment paraître. Mais comment être qui on est? Comment réussir quand on est monsieur le professeur Alioune Sakho, devant un auditoire d'intellectuels, d'élèves et de sachants, pouvoir leur dire en quelques minutes l'essence d'un savoir. C'est le savoir qui l'a fait sortir. Ça, c'est ce que l'on est. Je suis telle chose, je suis tel phénomène, je suis tel connaisseur. Mais ce n'est plus important maintenant. Maintenant, ce n'est plus important. Il y en a beaucoup qui disent, je vais à l'école, j'ai besoin de ce diplôme pour faire telle chose. Mais d'autres même disent à leurs parents, achetez-moi ce diplôme. Je pense donc qu'il faut que nous revenions à la famille, que nous revenions à nos valeurs intrinsèques, mais que nous nous mettions à l'heure du modernisme, que nous changions les paradigmes qui eux-mêmes nous ont bloqués. Amadou Hampâté Bâ dit, il y a des manières de faire et d'être que les ancêtres eux-mêmes, s'ils revenaient, ne le feraient pas de la même manière. Et exactement à des milliers de kilomètres d'ici, Albert Einstein aussi le disait pareil. We cannot resolve the same problems with the same thinking we was doing. On ne peut pas changer les mêmes choses en passant par les mêmes voies où on les était créées. Le constat est clair, le constat est là. L'on voit que les jeunes ne lisent plus les livres manuscrits, mais comment faire pour atteindre les jeunes avec d'autres voies et d'autres moyens. Mais pas seulement la lecture, le théâtre aussi. Le théâtre aussi est la recherche du savoir. Feu, mon mentor politique, me disait tout le temps, vous êtes paresseux. Pas directement à moi, mais à un autre, dont je dirais le nom. Vous êtes paresseux, vous ne produisez pas, vous n'écrivez pas. J'avais tout le temps envie de dire, oui, on pense autrement. Mais on ne peut pas le dire devant les aînés. Et aujourd'hui, on pense que les jeunes ont une paresse intellectuelle parce qu'ils n'expriment pas ce qu'ils ont dans la tête. Ils n'écrivent pas directement, ils ne communiquent pas directement. Comment leur trouver un exutoire qui soit différent de ce que Germinal faisait? Un exutoire sain, un exutoire qui puisse leur permettre d'échanger réellement avec leurs semblables, avec des jeunes comme eux, mais aussi avec la grande génération. Parce que nous avons besoin d'être complétés par vous. Et dans un virage, je vous expliquerai que je suis représentante un peu, juste une employée des femmes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest. Mais ce que cela requiert comme savoir, je ne l'ai pas. C'est le digital, c'est l'Internet, c'est le e-learning, c'est le dropshipping. C'est donc utiliser cet outil-là que moi je ne maîtrise pas, mais dont j'ai besoin que mes enfants, mes neveux, la jeune génération maîtrisent pour pouvoir m'accompagner dans ce que je veux. Donc c'est hyper important, l'expression
de la jeunesse, l'expression de cette vitalité que vous avez, qui bouillonne en vous et dont il faut que nous captions, nous, les résultats afin d'en jouir au maximum. Je suis tout à fait heureuse de voir, de constater que lorsque nous étions en train de théoriser que la Covid-19 était venue changer le monde, que je m'en rends compte tous les jours. Les choses changent par elles-mêmes. La manière de communiquer, de discuter, la manière de travailler, la manière d'avoir des relations, mais que tout ce qui va rester, ce sera toujours la famille et le foyer. Donc je te dis dans un dernier virage à Josué, mon Josué, que non seulement tu dois continuer à écrire, parce que je te lis, mais que aussi l'Harmattan doit continuer à mettre sur Internet vos ouvrages, afin que tout le monde puisse les joindre. Mais pensez aussi à rejoindre cette grande famille de Totem. Pensez à mettre à disposition de vos pays et de vos semblables tout ce que vous avez dans la tête. Mais incitez aussi tous les jeunes qui sont avec toi à s'exprimer. Moi, je suis avide de lecture, je suis avide de connaissances. Je l'ai dit 1 milliard de fois, je n'ai pas fait d'études supérieures. Je me suis capacitée par ce que je lis. Je découvre, je m'informe. Je suis curieuse. Et c'est comme si aujourd'hui, les jeunes n'étaient pas curieux pour l'essentiel. Ils sont juste curieux pour le buzz, l'extraordinaire ou ce qui ne sert pas. Mais soyez curieux pour ce qui bâtit votre personnalité, ce qui bâtit vos pays, ce qui fait courir l'économie de vos pays, l'entrepreneuriat de vos pays, mais aussi l'intellect de votre pays. Et pour cela, donc, je pense avoir dit les raisons pour lesquelles je suis avec Josué, pour lesquelles je suis heureuse d'être là, et pourquoi je suis tout à fait en phase avec Marietou, mais surtout inciter l'Harmattan à beaucoup accompagner aussi ces jeunes, et le théâtre, parce que je l'ai cité mais j'ai oublié d'y revenir. Lorsque j'avais eu la lourde charge d'être maire, j'avais écrit pour demander au maire qui était au-dessus de moi, le maire de la ville, de me laisser la salle des fêtes de Rufisque pour que tous les mercredis après-midi, on puisse amener des pièces de théâtre à disposition des enfants. Parce que quand moi j'étais jeune élève, c'est ce qu'on faisait dans les établissements. Tous les mercredis après-midi, il y avait des séances de théâtre. Je n'ai pas eu cette possibilité-là, je n'ai pas eu gain de cause, mais je ne suis pas découragée. Je pense maintenant qu'avec le e-book, il faudra trouver les moyens de faire et du théâtre écrit, et du théâtre parlé, et joué, qu'on puisse réconcilier le public avec cela, la définition qu'elle en a donnée, amuser et enseigner. Je pense que c'est important. Voilà, pousser à la recherche du savoir et limiter la paresse intellectuelle. Merci, chers tous. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, madame. Pour cette allocution, en tout cas, elle nous a donné des leçons. C'est un bon discours et magnifique. Sous vos applaudissements, encore une fois, madame la ministre, merci encore une fois, madame. En tout cas, merci. On va donc donner la parole. Et je vous rappelle que dans quelques minutes, on va faire une séance de partage, questions-réponses sur l'œuvre. Et donc, on va aussi partager le thème crise de lecture, pourquoi les jeunes ne lisent plus, comment remédier à ce fléau. C'est donc quelques minutes après l'intervention ou bien après la présentation de l'auteur. Donc, on va donner la parole à Monsieur Sen, professeur de littérature. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, ce soir, va nous rejoindre ici pour nous livrer ce qu'il a ce soir à travers donc cette cérémonie. C'est à vous maintenant, monsieur. Alors bonjour, permettez-moi de m'inscrire dans cette logique, n'est-ce pas, de saluer la présence de ces autorités. Je vous salue Auguste Assemblée. Alors tout à l'heure on parlait de lecture, les jeunes ne lisent plus, les jeunes lisent. Comme dans une dissertation, en tant que professeur, il le faut, et excusez-moi si je me comporte, n'est-ce pas, de la même manière qu'avec mes élèves, avec vous. Alors oui, il y aura toujours une thèse,
Et la thèse ici, c'est que les jeunes ne lisent plus. Il y a eu des raisons. Et la dame ici présente apporte une antithèse que oui, les jeunes lisent. Mais dès qu'il y a une thèse et une antithèse, il faut qu'il y ait une synthèse. J'aurais pu dire que c'est ma présence. Aujourd'hui, je devrais faire une synthèse. Les jeunes lisent quoi? Qu'est-ce qui les pousse à lire? Est-ce qu'il ne faudrait pas rejoindre ces jeunes-là et un peu oublier le passé, comme dans la signification symbolique que Apollyon-Ange nous donne du monument de la Renaissance, surtout avec les cheveux de la femme poussés vers l'arrière, poussés vers le passé, mais aussi l'enfant qui pointe son doigt vers l'avenir. Et cet avenir, c'est l'ère numérique. Cet avenir, c'est tout simplement la modernité. Nos jeunes d'aujourd'hui sont collés à leur portable. M. Sakho, ici présent, l'a montré tout à l'heure. Mon combat, notre combat, nous autres professeurs, c'est vraiment de moderniser l'apprentissage. Je vous assure que nos jeunes sont plus intelligents que nous. Nos élèves sont 10 000 fois plus intelligents que le professeur. Je vous assure que quand j'ai un problème avec mon portable, j'attends d'arriver en classe et je donne ça à l'élève que je considère le plus nul. Je lui donne en moins de 5 minutes, il règle le problème. Or, je peux passer près de 10 jours avec mon problème, avec mon propre portable. Je dis à mes élèves que gardez vos portables, même en classe, en condition qu'on puisse voir les applications pédagogiques. Toutes ces œuvres que nous avons en classe, il faut l'avoir dans votre portable. Les contemplations, mais on a les études. Tout ce que nous disons, moi je ne fais plus d'études intégrales d'œuvres. Ça ne vaut pas la peine. On le retrouve en quelques clics dans le portable. Les soleils des indépendances. Et pourquoi pas l'œuvre de notre ami Apollyon-Ange. Et c'est ça que je vais commencer. Apollyon-Ange, c'est pertinemment, et il a bien dit, que les jeunes lisent difficilement, surtout quand c'est long, ça ennuie. On dit qu'une morale nue apporte l'ennui. Et voilà pourquoi je reviendrai un peu sur le rôle du théâtre. Mais justement, vous avez compris ceci. Voilà pourquoi vous avez choisi d'écrire une pièce de théâtre. Parce qu'une pièce de théâtre retrouve sa valeur lorsqu'il est représenté sur scène et non pas par une lecture. Une pièce de théâtre n'est pas vouée à la lecture. Voilà la question que nous pose Francis Huster. Francis Huster nous dit, un texte de théâtre est à voir. Un texte de théâtre est à écouter. Est-ce qu'un texte de théâtre est à lire? Le théâtre n'est pas fait pour être lu. Le théâtre est fait pour être joué sur scène. Et nous savons tous que la première visée d'une pièce de théâtre, mais c'est de faire plaisir. Voilà pourquoi d'ailleurs quelqu'un a parlé des classiques tout à l'heure. La devise des écrivains classiques, placere, movere et docere, plaire, émouvoir et instruire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus instruire quelqu'un en l'ennuyant. On ne peut plus instruire quelqu'un par la force. Il faut d'abord chercher à plaire l'élève, à plaire le lecteur, afin de pouvoir l'éduquer, afin de pouvoir lui donner des leçons de morale. Et donc, mon exposé s'articulera autour de 2 points. D'abord, sur la forme, et ensuite sur le fond. Sur la forme, nous allons essayer de définir une pièce de théâtre, parce que je vous assure, bien des gens sont là, et ils pensent que le théâtre, c'est le cinéma. Le théâtre, c'est les téléfilms. Quelqu'un a parlé de Maîtresse d'un homme marié. Pourtant, nous l'avons tous regardé. Et si, justement, il y avait une rédaction sous forme de livres, sous forme de romans, sous forme de pièces de théâtre, ce serait encore génial. Alors, dans le théâtre, on retrouve, du point de vue de la forme,
ce qu'on appelle les didascalies. Les didascalies sont des indications textuelles, scéniques, qui renseignent sur les faits et gestes des acteurs, les costumes, le décor, l'entrée en scène. Et quand nous retrouvons l'œuvre d'Apollyon, dans l'acte 1, scène 1, à la page 15, je sais que beaucoup parmi vous n'ont pas l'ouvrage, mais je tiens quand même à donner les références. En tant que professeur, on nous demande toujours de donner des exemples. Et l'élève aussi est tenu à donner des exemples. Donc quand nous allons à l'acte 1, scène 1 et page 15, on retrouve des didascalies. C'est quand il dit « ils sortent ensemble »,« ils sortent en courant ». C'est souvent écrit en italique ou bien entre parenthèses. Donc quand vous voyez ces éléments-là, c'est que vous êtes en face d'une pièce de théâtre. D'ailleurs, on ne retrouve que dans une pièce de théâtre et non pas dans une œuvre romanesque, non pas dans une œuvre poétique. Deuxième aspect, la réplique. Qu'est-ce que la réplique? C'est une prise de parole d'un acteur. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle le monologue ou autre chose. C'est juste une prise de parole. Ça peut contenir beaucoup de phrases ou bien une seule phrase ou un seul mot. C'est une prise de parole. Le dialogue, justement, le dialogue, c'est l'échange de répliques. Donc, quand on dit dialogue, on est dans un échange de répliques entre au moins deux acteurs sur scène. La tirade, c'est une réplique très longue. Une réplique qui sert à argumenter. Une réplique qui sert à convaincre. Et quand vous allez à la page 15, acte 1, le premier homme donne la signification du monument de la Renaissance par une tirade. Et je vous assure, moi-même, j'étais surpris parce que je le confesse, je ne savais pas la signification du monument de la Renaissance. Moi, en tant que Sénégalais, et bien sûr, c'est Apollyon qui m'apprend ça pour dire juste qu'on ne finit jamais d'apprendre. La stichométie, c'est un dialogue composé de répliques très courtes qui fusent et qui viennent en masse. Elle sert à faire monter la tension ou à marquer la colère des acteurs. Apollyon, quand j'étais au téléphone, je t'ai dit, la première chose que je t'ai dit, c'est que tu as lu Molière. Plus précisément, Le Malade imaginaire. Eh bien, on fait une parallèle justement de cette œuvre classique, je vous assure, de Molière, qui n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas pour rien que nous avons cette périphrase, n'est-ce pas, la langue de Molière. Et donc, quand j'ai lu automatiquement l'œuvre, et qui est très facile à lire, hein, moi aussi, en une journée, j'ai terminé l'ouvrage. En une journée, je ne dirais pas en 30 minutes, parce que j'avais d'autres préoccupations, mais je l'ai lu en une journée, hier seulement. Je me suis réveillé avec les livres, et comme j'adore les livres, moi je dors avec mes livres, pas avec ma femme. Voilà. Ah oui. Et donc vous voyez, j'ai lu facilement le livre, l'œuvre, et j'ai compris aussi facilement. J'ai compris alors pourquoi dans le prologue vous avez parlé de précision. La stichométie donc, nous le retrouvons dans Le Malade imaginaire avec Argan et Angélique. Et de la même manière, hein, Angélique qui arrive et son père lui dit « on te demande en mariage ». Il dit quoi? « Je suis heureuse » et tout. Alors qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de la même personne. Il y avait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, je voulais dire stichométie, c'est lorsqu'on parle de tension, d'accord? Et donc, cette tension-là qui montre la colère, n'est-ce pas, des personnages, nous retrouvons surtout avec, n'est-ce pas, ce que j'appelle tout à l'heure le quiproquo, n'est-ce pas, entre Angélique et Argan, et qu'on retrouve entre, je pense, Kitsadi, je le prononce bien, n'est-ce pas, justement, et son fils Josué. Donc il y a quiproquo, et quiproquo c'est quand il y a un malentendu entre les deux personnages qui parlent. Il y a un dialogue de sourds, n'est-ce pas, entre les deux. L'un ne comprend pas l'autre. Et ça peut justement provoquer le rire qui fait partie des vertus du théâtre. Alors la stichométie, je l'ai dit, on le retrouve dans, n'est-ce pas, acte 1, scène 9, à la page 36. D'accord? Le monologue, c'est une réplique où l'acteur est seul sur scène, à ne pas confondre avec le soliloque, qui sont des paroles insensées, n'est-ce pas, qu'on retrouve chez un fou, par exemple. L'aparté, il y en a beaucoup dans votre œuvre théâtrale. L'aparté, c'est une réplique à part, censée s'adresser au public. Acte 2, scène 10, à la page 64, nous l'avons.
Apollo-Ange, le théâtre est un genre multifonctionnel. Le théâtre est un genre ouvert où, n'est-ce pas, le dramaturge peut à la fois montrer ses talents d'écriture poétique, mais également ses talents d'écriture romanesque. Voilà pourquoi ton nom ne m'a pas surpris. Apollo-Ange est composé de deux mots, Apollon et ange. Apollon, c'est le dieu de la poésie. Alors, quand j'ai vu ce poème inscrit dans votre pièce de théâtre, j'ai compris alors qu'il fallait que le cœur parle, parce que c'est le musée qui le dit. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Il nous dira aussi, sachez-le, c'est le cœur qui parle et qui soupire. Lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond. Je suis sûr que votre cœur a fondu à cause, n'est-ce pas, de Jariétou. Parce que vous l'avez dit, vous avez attendu pendant 2 ans. Moi, je vous envie. Hein. Je ne sais pas ce que les filles ont, n'est-ce pas, à faire attendre les hommes. Moi, je vous assure, je t'aime, tu m'aimes, c'est fini. Je t'aime, tu me dis depuis quand? Ça, c'est quelle question encore? Ça t'intéresse depuis quand? Je t'aime, si tu m'aimes, on y va. Tu ne m'aimes pas, laisse-moi partir. Mais toi, tu as attendu 2 ans. Donc, ça veut dire que vraiment ton cœur a fondu. Et ça se voit quand, justement, permettez-moi de lire un peu, n'est-ce pas, un passage, n'est-ce pas, de ce poème, que je trouve d'ailleurs extraordinaire. J'espère que je retrouverai. Il dit, loin de toi, l'enfer. Près de toi, le paradis. Comprendras-tu cette affaire ou la prendras-tu pour une parodie? Non seulement il y a des jeux de langue, il y a des figures de style extrêmement difficiles à réussir, surtout pour quelqu'un qui se dit un dramaturge. Il y a le chiasme qu'on retrouve entre enfer et paradis. Mais il y a ce qu'on appelle le paronomase qu'on retrouve entre paradis et parodie. Et ça, je vous assure, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise du langage, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de cet art poétique ne pourrait le faire. Et pour cela, je vous remercie encore. La structure de la pièce de théâtre. Une pièce de théâtre est découpée en actes et en scènes. Voilà pourquoi on ne parle pas de chapitres dans le théâtre. Et la structure, on a aussi ce qu'on appelle l'exposition. En premier lieu, en deuxième lieu, l'intrigue, et en troisième lieu, et je veux dire en deuxième lieu, le nœud, et la troisième lieu, le dénouement. Alors l'exposé, c'est quoi? Je dis c'est le oukanki. Le oukanki, c'est quoi? Le où, le quand et le qui. Le où, c'est le lieu. Quand, c'est le temps. Et qui, c'est les personnages. Et c'est ça qu'on retrouve toujours au début d'une pièce de théâtre. Il y aura toujours la réponse, n'est-ce pas, à cette question-là. C'est qui, c'est quand et c'est où. Et quand vous lisez l'ouvrage, vous verrez justement ces éléments-là qui arrivent. Le nœud, c'est quoi? Alors, nous retrouvons le nœud qui précise la nature des obstacles à surmonter, l'objectif à atteindre. Et cet objectif, vous le savez, c'est de conquérir et de marier, n'est-ce pas, votre dulcinée, comment s'appelle, Jariétou. C'est l'ensemble des scènes où règne la tension. Celle-ci peut être si inextricable, si entortillée qu'aucune solution n'existe pendant ces moments-là aux yeux du spectateur. Moi-même, quand je lisais, je me suis dit, mais je vais voir comment tu vas t'en sortir. Puisqu'on vous demande, il y a d'une part la religion qui fait partie des thèmes abordés, et d'autre part l'amour. Entre la religion et l'amour, qu'est-ce qui est plus fondamental? Qu'est-ce qui est plus, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est plus fort? Et la réponse, la solution sortira à la fin, c'est-à-dire le dénouement. Le dénouement présente l'aboutissement de l'action, échec ou encore succès dans la poursuite des objectifs initiaux. Il met fin à la pièce et fixe le sort de tous les personnages. Et voilà, j'ai dit que nous avons ici une pièce tragique-comique.
Une pièce tragicomique, ce n'est pas une pièce mêlée de tragédie et de comédie, mais plutôt une tragédie qui termine bien. Ça veut dire une tragédie qui a une fin heureuse. Une fin heureuse parce que ça se termine par le mariage, n'est-ce pas? Alors, je m'en vais à la double communication du théâtre, qui fait encore une des singularités et des particularités du théâtre. Il y a d'abord la communication entre les personnages, mais surtout il y a une communication entre les personnages, les acteurs et le public. En réalité, tout ce que l'on dit ici, c'est destiné au public. C'est destiné au public qui doit apprendre, qui doit avoir une prise de conscience des thèmes abordés. Je voudrais rappeler de prime abord, et je l'ai dit tout à l'heure, que la devise des écrivains classiques, c'est plaire et à la fois instruire. Voilà pourquoi j'adore le théâtre. Et moi, ou bien lui également en tant qu'acteur social, il doit observer et jeter un regard sur les mœurs, les comportements et les caractères des hommes. Car le théâtre est un miroir qui reflète fidèlement notre société. Et le dramaturge contemporain, Apollyon-Ange, voudrait par sa pièce montrer les maux de notre société. Encore une fois, ces pratiques anciennes comme l'excision, bien abordées dans votre pièce, le mariage forcé, sont des choses, des pratiques qu'il faut laisser aussi derrière. Encore une fois, comme les cheveux de la femme tournés vers l'arrière avec le vent, et que ce même vent également tourne en arrière toutes ces pratiques anciennes que Emmanuel a souffert jusqu'au suicide. D'ailleurs, un suicide qui donnera la solution par une fonction cathartique. Je parle ici de la catharsis d'Aristote. Purifier les mœurs par la terreur et la pitié. Nous avons tous pitié d'Emmanuel quand nous avons vu qu'elle s'est suicidée à cause justement de cette excision-là. Ces thèmes dont je parlais tout à l'heure, le théâtre reflète la réalité et vous l'avez montré. Je cite, tous les personnages de ma pièce sont réels. Je me suis donné donc la peine de les prendre tels qu'ils sont dans la vie en supprimant le superfétatif, c'est-à-dire l'inutile. Voilà pourquoi il est aisé de lire votre œuvre, justement parce que vous n'avez pas perdu votre temps. Vous vouliez être concis et précis. Le thème de l'amour, il est le fil conducteur de la pièce. Il s'agit d'un amour inconditionnel qui supporte tout, un amour triomphant. Djarietou et Josué sont l'espoir de tous ces couples, qui ne cessent de penser que la religion et la culture constituent des obstacles. Bamba nous réveille à coups d'interrogation. Quand Bamba s'interroge, est ton amour? Quand Bamba s'interroge, en parlant qu'est-ce que la religion? Est-ce que la religion ne nous enseigne pas l'amour? Jésus n'est-il pas mort par amour? Justement, mais oui, Jésus est mort par amour. Parce qu'il dit, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Qui a donné sa vie pour son amour ici? Moi, je pose une question, surtout les filles. Parce que dans Roméo et Juliette, c'est l'homme qui... Ah oui, oui. Dans Titanic, c'est l'homme. Quand est-ce qu'une femme va mourir pour un homme? Ah, ça c'est la question que je me pose. Ah mais oui. Ah, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'homme qui doit mourir tout le temps? Djarietou a failli se donner la vie, mais pourtant non. Justement, en héros, justement, Josué arrive, comme Apollyon-Ange arrive. Et donc, ça, c'est une question que je me pose. Et oui, Bamba, un des personnages de votre pièce, nous réveille et nous dit que oui, l'amour peut être plus fort que la religion et que la culture, parce que l'amour est enseigné par toutes les religions. Voilà une phrase de transition qui me permet d'ailleurs de venir un peu sur le thème de la religion. Elle est présentée comme un obstacle à l'amour et pourtant elle nous enseigne l'amour, un paradoxe qui n'en est pas un.
la religion musulmane et chrétienne se côtoient quand il s'agit de l'amour. Car l'amour est le point commun de toute religion. C'est le mariage ici entre le Coran et la Bible. Et ça, je reprends votre expression. Le mariage entre le Coran et la Bible, symbole du dialogue islamo-chrétien, comme le témoigne la tirade encore de Bamba, acte 3, scène 3, la page 77. Donc si vous allez et vous lisez, vous verrez que la tirade de Bamba n'est rien d'autre que la réconciliation. Je n'ai même pas envie de dire réconciliation, je dirais la conciliation, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, l'islam et le christianisme. Nous disons la même chose. Abraham nous le montre d'ailleurs comme étant, n'est-ce pas, le père de toute religion. Et enfin, je termine par la tradition qui apparaît ici quand vous attaquez l'excision et le mariage forcé. Des thèmes, et je l'ai abordé tout à l'heure, qu'il faudrait vraiment dénoncer parce que c'est un mal, c'est un fléau qui gangrène notre société. Alors je terminerai, parce que j'étais un peu long, par remercier encore Apolliange, qui, je vous le dis tout à l'heure, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Et quand vous m'avez appelé, j'ai dit oui. Pourquoi oui? Parce qu'on est frères. Pourquoi on est frères? Parce qu'on a cet amour de la littérature. En tant que professeur, vous me parlez vraiment d'une œuvre de théâtre. Si je refuse, c'est que je ne suis pas un professeur. Alors, Ange, votre nom est simple de 4 lettres. Le A me rappelle l'amour que vous avez partagé dans votre ouvrage. Le N, la netteté et la précision de votre ouvrage. Et le G, c'est la générosité, parce que écrire est un acte généreux. Et pour écrire, je vous le dis les jeunes, il faut lire d'abord. Ah, on ne peut pas se réveiller et écrire, non, il faut lire d'abord, ensuite écrire. Et c'est ça que Jean-Paul Sartre a compris. Voilà pourquoi son ouvrage, les mots, on retrouve la première partie, lire, et deuxième, écrire. Et le E de votre nom, Ange, me rappelle l'éloquence et l'élégance de votre personne. Je vous remercie. En tout cas, merci à M. Sen. Encore une fois, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ce discours magnifique. Merci beaucoup, M. Sen. Donc, il a fait un discours sur le but, fonction du théâtre, étude du fond et de la forme ou de l'œuvre. En tout cas, il nous a tout expliqué. Et moi-même, ça me donne l'envie d'acheter et d'aller lire livre, n'est-ce pas? Comme tant d'autres ici présents. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, on va donner la parole à la star du jour, la personne donc qui nous a vraiment séduit ce matin avec donc cette belle œuvre donc que l'auteur nous a présentée. Vous l'avez dit, Madame le ministre, que c'est un jeune engagé, déterminé et discipliné. Comme donc Madame Diop l'a dit tantôt, comme le directeur. En tout cas, ça fait l'unanimité. Donc, maximum de bruit pour applaudir encore une fois. J'ai rien entendu, Je veux maximum de bruit pour lui. En tout cas, j'ai rien entendu. Maximum de bruit pour la star du jour. Bien sûr, l'homme qui nous a vraiment séduit ce matin avec ces belles prestations. En tout cas, donc, c'est un exemple. Mesdames et messieurs, j'ai rien entendu encore une fois. Maximum de bruit pour le star du jour. En tout cas, c'est un jeune engagé, déterminé. Et ça nous donne vraiment l'envie de devenir auteur comme lui. En tout cas, ça fait plaisir de partager ces moments avec un jeune si engagé et déterminé. Et pour une dernière fois, maximum de bruit pour ce jeune garçon. En tout cas, pour une dernière fois, voilà. Merci. En tout cas, c'est un exemple.
C'est à vous maintenant et quand vous voulez. Alors, bonjour déjà à tout le monde. Merci pour votre présence. Je ne saurais commencer sans remercier Dieu, le Créateur. Qu'importe le Dieu en qui vous croyez, mais en tout cas le Créateur de tous les humains. Je le remercie, car c'est grâce à lui que nous sommes là. Je suis ému comme vous le constatez. Voilà. Après avoir remercié Dieu, j'ai une pensée pour ma mère, parce que j'en ai plusieurs, les mamans. Je parle de celles que je n'ai pas connues. D'ailleurs, mon prénom Apollyon, je tiens ce prénom en partie d'elle, parce que c'est le mélange des prénoms de mon père et de ma mère, que je n'ai pas connu en parenthèse. Donc, Kitchadi Marie-Solange, elle est partie, je ne l'ai pas connue, mais je m'étais promis très tôt, quand j'ai commencé à lire, que vu qu'elle était enseignante, maman était enseignante, je m'étais promis que j'écrirais un livre et que je le publierais avant mes 25 ans. Et je l'ai fait. Donc, maman, de là où tu es, j'espère que tu es fière de moi et j'espère qu'on se reverra. Voilà. Ceci étant dit, je suis content parce que je viens de voir mon papa qui est là. Dans le livre, on parle de Bamba. C'est lui le Bamba dans le livre. Quand je suis arrivé au Sénégal, il a été l'un de ceux qui m'ont accueilli et qui m'ont mis sur la bonne voie et qui m'a toujours dressé. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est lui le conseiller de José, parce que c'est lui qui lui dit fais ceci, fais cela. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Au moment où j'écrivais le livre en 2020, je me rendais tous les jours chez lui, chaque soir, pour lui poser des questions sur la religion musulmane. Parce que c'est un mouride, celui qui m'a appris le concept du mouridisme. Et je partais toujours le voir pour lui dire, mais pourquoi un homme musulman ne peut pas épouser une musulmane? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? C'est qui Ahmadou Bamba? C'est qui? Toutes ces choses. Et il me répondait, il ne savait pas que j'écrivais un livre. C'est bien après, quand je lui ai apporté le livre, qu'il a su que ces questions-là, c'était par rapport au livre. Ça, c'était une parenthèse. Merci, papa. Merci d'être là. Monsieur Sen, c'est la première fois qu'on se voit, comme vous l'avez précisé. Comment j'ai rencontré Monsieur Sen? Je l'ai regardé à la télévision, c'était à ITV, on parlait de théâtre, et Monsieur Sen avait tellement bien développé sur le théâtre que je me suis dit, il me faut ce monsieur à la présentation de mon livre. Et sa prestation-là, on ne peut pas ajouter de commentaires. En tout cas, félicitations, allez, bravo. Vous avez tout dit. Et vous l'avez dit de la meilleure des façons. Vous êtes allé plus loin même que là où moi je suis allé. Bravo. Monsieur le directeur, il s'est déplacé. Merci à lui parce qu'à l'école, il a toujours été là pour nous booster. Chaque fois qu'un étudiant d'un Super Africa un projet et que l'on met le directeur, si c'est soutenable, le directeur soutient toujours. Donc, merci à monsieur le directeur. L'Armatan, mon éditeur. Merci monsieur Colli d'être venu. Je sais que de votre côté aussi c'était pas évident. Merci d'être là, je vous remercie. Marem, pas besoin de te présenter. Hein? Marem, c'est l'organisatrice du concours qui m'a permis de rencontrer ma maman au Sénégal. Je vais parler d'elle en dernier parce que c'est ma mère. Donc c'est grâce à Marem que j'ai rencontré ma mère et elle a lancé ce concours de nouvelles où nous avons où j'ai concouru, où j'ai écrit un livre qui s'appelle Robust, que vous connaissez, les étudiants connaissent d'ailleurs.
où j'ai remporté le 2e prix grâce à vous d'ailleurs, grâce à vos votes, etc. Donc je vous remercie aussi en même temps. Merci Marème d'être là et merci pour ton exposé. D'ailleurs tout à l'heure on va débattre. J'ai un point de vue contraire au tien sur le thème de la crise de la lecture. Monsieur Sako, mon très cher professeur, c'est la première fois que je vous vois aussi, mais vous êtes venu avec ma mère et l'exposé que vous avez fait du livre était aussi extraordinaire. Et vous êtes allé là où il fallait, avec les mots qu'il fallait. Et tout à l'heure, on va débattre. Je pense que moi aussi, j'ai un point de vue qui est un peu divergent du vôtre. Merci d'être là, monsieur Sako. Enfin, ma mère. Je vous ai dit que j'avais plusieurs mamans, mais s'il faut les classer, d'ailleurs je ne les classe pas, mais s'il faut les classer, elles seraient en haut. Dès le premier jour, elle m'a ouvert ses bras. Voilà. Elle est sénégalaise, je suis congolais. Mais dès le premier jour où on s'est rencontrés, elle m'a ouvert les bras. Le jour où je disais mon discours, j'étais ému lorsque je parlais de Rebeuss, des conditions qu'il y a là-bas à Rebeuss. D'ailleurs, il faut lire Rebeuss pour comprendre. Je parlais, il y avait 2 ministres, il y avait elle et un autre ministre. Et quand je dénonçais ce qui se passait là-bas, elle applaudissait. J'ai dit, mais pourquoi elle applaudit? Au fond de moi, je dis, elle applaudit. Bah, ça m'a encore encouragé à beaucoup plus parler. J'ai bien parlé encore, j'ai bien appuyé encore. Voilà. Et à la fin, avant même qu'on ait fini, quand je vais m'asseoir, elle prend la parole, elle m'appelle Monsieur le Congolais, elle dit, mon fils, tu as raison de dénoncer cela lorsque tu entends l'oreille d'une autorité. Et tu as raison d'aimer. L'amour, c'est important. Elle a prononcé un discours qui est resté dans mon cœur. Je pourrais le prononcer mot à mot, mais je ne vais pas le faire ici, je le garde pour moi. Maman, merci d'être là. Tout ceci, c'est grâce à toi aussi. Parce que tu m'as encouragé, tu m'as boosté à organiser cette cérémonie. Et tu es là. Merci beaucoup. Et comme je t'ai toujours dit, il y a toujours des points de suspension que je garde pour moi. Bientôt tu le sauras, mais je le garde encore. Merci beaucoup d'être là, maman. Donc, ceci étant dit, merci à vous, l'auditoire, d'être là. Merci à mes amis, merci à mes frères, monsieur Khan. Si je me mettais à citer des noms, il va falloir que je cite tout le monde. Donc, mes amis, mes frères se reconnaîtront là où vous êtes, vous reconnaissez mes sœurs. Merci beaucoup d'être là. Je ne vais pas être lent. Papa, je t'ai déjà. Mon papa, il est là aussi. Donc, je ne vais pas être lent. Je vais aller droit au but. Dans la coutume, dans les cérémonies de présentation, quand l'auteur vient, il va se présenter, il va parler de son livre, etc. Nous avons voulu que ce soit différent. Déjà, je ne peux plus parler du livre parce que ces éminents orateurs qui sont là l'ont déjà très bien fait. Je n'ai plus rien à ajouter. Voilà. Juste dire que dans le livre, les thèmes qui sont posés et qui ont été développés sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Qui me tiennent à cœur. Qui me tiennent autant pour moi. Qui me tiennent à cœur. L'excision, le mariage précoce, le mariage forcé sont des choses qu'il faut bannir de nos rangs. Et nous faisons partie de la génération qui ne connaissent pas trop ces traditions-là. C'est pas trop ancré en nous comme c'est ancré dans nos parents. Donc c'est à nous de pouvoir bannir toutes ces choses-là. Et l'amour qui est évoqué dans ce livre, cet amour inconditionnel que José a pour Djaretou, c'est un amour que j'aimerais que tout le monde ici puisse partager, hein? Pas au point d'aller se suicider, mais quand même que nous puissions partager cet amour-là, que nous puissions connaître cet amour-là. Donc, il était prévu que nous puissions avoir une séance de questions-réponses. Je pense qu'on va passer à cette étape-là. Si vous avez des questions à me poser sur le livre ou sur la manière dont j'ai pu arriver à l'écrire, etc. Parce que le but, c'est pas seulement de parler du livre, mais aussi, je sais que là, présent des personnes qui écrivent, qui ne savent pas peut-être comment s'y prendre, etc. Déjà, pour la lecture, pour l'écriture, il y a Marine qui est là, il y a l'Armaton qui est là aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport au livre, je vous écoute. Bonjour tout le monde, c'est M. Khan, professeur d'anglais. Voilà, d'abord, j'aimerais extrapoler un peu. Je salue mon ami Bachir, même s'il a disparu des radars depuis beaucoup de temps. Voilà. Bon, je vais d'abord saluer les autorités aussi et ces brillants professeurs qui nous ont gratifié vraiment des interventions de haute facture. Sans compter aussi, je vais saluer Madame Diop. Et puis je suis totalement d'accord avec elle. Bon, et j'ai hâte de voir ou bien d'assister au pugilat intellectuel entre vous deux.
Voilà, et je vais occuper, oui, parfois il faut l'encourager quand même. Et j'ai hâte d'être un spectateur pour voir qui va lâcher de l'Est, etc. Voilà. Voilà. J'ai hâte de vivre ces moments-là parce que j'aime toujours apprendre. Donc ça, ce n'est plus un secret pour personne. En fait, j'ai eu la chance, ou bien même je peux dire que c'est une bénédiction, d'avoir Zosie comme étudiant, mais je le considère surtout comme un ami et un frère. Et on a travaillé lors de la graduation. Et il avait fait, c'est pas seulement un écrivain de talent, mais il sait faire beaucoup de choses à la fois. Et il les fait souvent, ou bien pour ne pas dire toujours, il les fait toujours très bien. Donc, sans compter aussi les valeurs cardinales qu'il incarne. Donc, je l'aime bien, machallah, et c'est quelqu'un que je respecte et j'admire. Donc, c'est pas la peine de revenir sur tout ce que vous avez dit, je peux le confirmer, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc ma question, vu que j'attends avec impatience le débat, donc moi aussi, voilà, pour prendre position, j'allais dire la même chose que Mme Diop. Je pense que nos apprenants lisent, mais en fait, ils lisent des Harlequins ou bien des ouvrages sur Wattpad. Ils ne lisent plus peut-être les ouvrages classiques, mais ils lisent quand même. Donc j'ai hâte d'assister au débat pour voir comment ça va se dérouler, etc. Ma question, c'est, elle est toute simple. Quelles sont vos références ou bien quels sont les auteurs qui vous ont inspiré? Parce que j'ai l'impression que vous avez lu Roméo et Juliette. Voilà, merci et encore félicitations et à tout à l'heure pour la dédicace. Je réponds une à une. Bien. Donc, merci M. Khan pour cette intervention. Sachez que j'ai le même respect, le même amour pour vous. Ça, vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de le répéter ici. Alors, mes références en matière de littérature, déjà, vous avez raison, j'ai lu Roméo et Juliette, et j'ai lu Le Malade imaginaire, j'ai lu énormément Molière. C'est pour ça que j'aime bien le théâtre et que je me battrai toujours pour que le théâtre revienne à sa place d'antan. Parce que lorsqu'on était au Moyen-Âge, c'était le théâtre qui dominait. Il y avait Molière, Racine, Corneille, comment on l'appelle, Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, ils sont tellement nombreux, j'ai lu tous ces auteurs-là, je me suis inspiré d'eux, mais j'ai aussi lu les auteurs contemporains. Aimé Césaire, je l'ai lu, j'ai lu Une saison au Congo, j'ai lu La tragédie du roi Christophe. J'ai lu pas mal d'auteurs contemporains. Qui d'autres en matière de dramaturgie? Il y a Mao Doué qui a écrit L'étudiant de Soweto, qui est une pièce qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ça s'articule sur les événements qui se sont passés en Afrique du Sud avec le massacre des élèves lors de la grève. Donc j'ai lu Shakespeare, Roméo et Juliette et pas mal d'auteurs encore. Merci. Okay. Bonjour tout le monde. En fait, je suis Papa Bayer Diagne qui fait de l'artiste. Je suis ancien étudiant de l'Institut Arctique. En même temps, je suis élève, professeur, musicien de l'École nationale des arts. Félicitations pour mon frère Abo. Merci. Vraiment, on se connaît depuis peu. Et pour vous dire, honnêtement, je suis fier de vous. Et je vous transmets mes salutations les plus profondes. Et aussi donc le reste est pour votre livre. Je n'ai pas encore lu le livre. Je ferai donc énormément d'efforts pour le lire. Je vais en prendre tout à l'heure. J'ai deux questions. Donc la première, c'est pourquoi en faire une œuvre théâtrale? La seconde question, c'est pensez-vous à la représenter par le biais du cinéma? Donc on sait que le cinéma c'est une représentation complète qui regroupe le théâtre et la musique et la danse et entre autres représentations. Donc, ce sont ces deux questions que j'ai. Merci et bravo. Merci. Merci. Alors merci mon cher pour cette question. Pourquoi le théâtre? Parce que je le clame, je le revendique, je le clame toujours. Je déplore le fait qu'aujourd'hui le théâtre est en train d'agoniser. Maman a dit que lorsqu'elle était enfant, je crois que c'est maman ou M. Sako qui ont dit que lorsqu'ils étaient enfants, ils avaient des représentations théâtrales chaque mercredi. C'est maman qui l'a dit, chaque mercredi à l'école.
Et moi, je me rappelle que lorsque j'étais au primaire, au CM2, on avait une troupe théâtrale à l'école. Je jouais déjà le théâtre. Inconscient, j'étais au CM2, c'est flou dans ma tête, mais je me rappelle que je jouais du théâtre. Et le théâtre nous permettait d'acquérir des connaissances. Le théâtre nous permettait de nous habituer à l'art oratoire. Aujourd'hui, si je n'ai pas peur de m'exprimer en public, c'est parce que depuis le bas âge, on m'a habitué à la scène, on m'a habitué à me mettre devant des gens. Si bien que je peux me lever devant 1000 personnes et prendre la parole, je n'ai peur de personne. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont cette peur-là, qui ont le trac lorsqu'ils se lèvent devant les gens. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait du théâtre aussi. Leur permettre de faire le théâtre, de pratiquer le théâtre, ça pourrait déjà leur enlever cette peur-là. Donc, pourquoi une pièce de théâtre? Parce que je déplorais le fait que le théâtre agonise. Je pouvais écrire un roman, mais j'ai voulu écrire du théâtre pour remettre le théâtre à sa place. Le théâtre doit être mis à sa place. C'est le seul genre littéraire qu'on peut lire, jouer et voir, écouter. Le roman, on le lit seul dans sa chambre, dans son petit coin. Mais le théâtre, on peut l'écouter, on peut le voir ensemble. Si aujourd'hui on faisait une représentation théâtrale, tous ensemble, on partagerait ce moment-là. On écouterait. Et c'est merveilleux le théâtre. Parce que ça transmet des émotions, ça transmet des valeurs, ça transmet des choses que d'autres gens ne transmettent pas. C'est pour ça que j'ai écrit une pièce théâtrale. Alors, pour la représentation, c'est mon souhait. Je vais vous faire une confidence. Chaque fois que je passe devant le grand théâtre, je dis, un jour, il faut qu'on joue une de mes pièces dans ce grand théâtre. Et pas après ma mort. Pour que je serai vivant. Parce que, en un mot, le grand théâtre a été fait pour ça. Le grand théâtre, c'est pas pour qu'on ait à voir Dadju, Maître Gims, tous ces chanteurs-là, Wally Seck venir chanter. Non! Le grand théâtre, c'est pour qu'on puisse jouer du théâtre. Son nom l'indique très clairement. Grand théâtre, c'est pour qu'on ait du théâtre là-bas. Donc mon souhait, j'en profite, le représentant de l'Armateur est là. Mon souhait est qu'on puisse avoir une représentation théâtrale là-bas. Et qu'on ait pour les enfants une représentation théâtrale chaque mois. Parce que, entre parenthèses, on va venir, d'ailleurs ça je garde ça pour le débat. Mais aujourd'hui, si les jeunes ne lisent plus aussi, c'est parce qu'on ne leur propose rien d'autre. Excepté les réseaux sociaux, etc., ils n'ont rien. Donc si on avait des représentations théâtrales, ça leur emmènerait à aller au théâtre, à lire le théâtre et à vouloir jouer le théâtre dans leur collège, dans leur lycée, dans leurs écoles primaires. C'est ça. C'est l'Harmattan Sénégal qui nous représente ici, puisque nous sommes au Sénégal. Mais si vous allez sur le site officiel de l'Harmattan, vous allez même sur Google, vous tapez Diarraté José, la première représentation que vous aurez, ce serait celui de l'Harmattan, les éditions de l'Harmattan de France. Et à partir de là, vous pourrez télécharger le e-book. Ils le vendent à 8 €, je pense. 8 €. C'est pour tous les livres de l'Harmattan, c'est en e-book. D'accord. Il y a une procédure. Je veux juste souligner quelque chose. Je l'avais dit. Oui. Excusez-moi. Bon, madame, vous préférez madame le ministre ou la ministre? Parce que... Madame la ministre. En fait, je veux dire ça devant tout le monde, honnêtement, parce que cela m'a marqué. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire devant Dieu et les hommes. Voilà, d'habitude, les autorités font attendre les gens. Mais honnêtement, lorsque Apollon m'a présenté madame la ministre, elle était presque là avant tout le monde. Donc ça montre sa ponctualité. Personnellement, mais on peut juger l'homme avec grand H que de par ses actes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit magnifier et le dire devant Dieu et les hommes. Et aussi, on a un problème au Sénégal. On attend que les gens partent ou bien disparaissent pour leur rendre hommage. Oui. Voilà, moi, je suis complètement en déphasage avec cette façon de faire. Quand j'ai à rendre hommage à quelqu'un, je le fais de son vivant. Voilà, l'autre chose, permettez-moi juste une petite rectification. Voilà, vous avez fait la rime, c'est bien avec tout aime, c'est comme ça, hein, tout aime et tout aime. Voilà, vu qu'il y a mes étudiants, ils peuvent faire cette erreur. Voilà, tout, s'ils ne précèdent pas un verbe, c'est pas pour, mais c'est surtout la direction, à eux, donc mais pas pour vers. Voilà, on peut le remplacer par tout eux. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de dire. Merci. C'est juste par curiosité, combien de temps tu as pu écrire le livre? D'accord. Ok, je pense que je les ai dans la tête. La première question, c'était les difficultés, comment je les ai surmontées. Les difficultés,
les difficultés. C'était par rapport aux recherches, hein, peut-être, mais sinon qu'il y avait... Vous voyez, quand on a cette niaque-là de vouloir accomplir quelque chose, la difficulté, on ne la ressent pas. Quand j'écrivais Djaretou, j'avais la niaque. Je me rappelle que j'étais devant Djaretou, on était devant la Bruche Dorée, non loin de chez elle. Je lui ai dit, je vais écrire un livre et tu verras, ça va faire quelque chose quand même. Pas peut-être en même temps, mais 2 ans, 3 ans, ça parlera de quelque chose, ça fera quelque chose de bon. C'est ce que je lui ai dit. Et je me suis promis de le faire. Donc j'avais la niaque de l'écrire. Et après, il y avait les excisions qui me revenaient de la tête. Parce que j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube où je parlais de l'excision, mais ça ne prenait pas trop. Donc j'ai dit, je vais écrire et ça va rester pour l'éternité. Donc j'avais cette niaque-là. Les difficultés, je ne les voyais pas. Comme j'ai dit, j'avais mon doyen qui était ma bibliothèque. Je partais le voir tous les jours pour lui poser des questions. Les questions dont je ne pouvais pas avoir les réponses sur Google, dans mes recherches à la maison, je partais voir mon doyen, il me répondait. Donc les difficultés, je ne la voyais pas. J'ai écrit naturellement, rapidement et c'est. La deuxième question, est-ce que Molière aurait fait du cinéma à la place du théâtre? Ça, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Il faudrait qu'on le ramène pour savoir. Mais de la manière qu'il était passionné de théâtre, je suis sûr que s'il était là, le théâtre ne serait pas en agonie. Si Molière était là, le théâtre serait toujours à la place où elle était. Parce que Molière, c'est autre chose. Combien de temps j'ai pris pour écrire Djaretou Josué? Je pense que c'était 1 mois et demi. Ouais. Rebeu, c'était 1 nuit, 2 jours comme ça. Djaretou Josué, c'est 1 mois et demi. Après, il fallait revoir avec l'armaton pour les corrections. C'est les corrections qui m'ont pris du temps. Bonjour. Bonjour, Dieu. Félicitations à Molière. Merci, mon frère. Que j'ai connu à travers Totem. Et je profite de cette occasion pour saluer notre directrice, Madame Marem, et Madame le ministre également, que nous avions eu à rencontrer à la cérémonie. Et je me rappelle toujours son discours éloquent, très fructueux, et de celui d'aujourd'hui également. Bon, je ne sais pas s'il s'agirait d'une question ou d'une contribution, mais comme l'a fait Totem, nous nous sommes inspirés des réalités de cette culture littéraire de cette émergence de la culture littéraire sur les réseaux sociaux comme Facebook et Wattpad pour créer le concept Totem. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la lancée de rejoindre les jeunes dans leur confort, c'est-à-dire de leur univers. Ils étaient en train d'écrire librement dans les réseaux sociaux. Et nous avions l'impression que les jeunes ont abandonné la lecture, alors qu'en réalité, ils étaient en train de lire sur Wattpad, sur Facebook. Et nous nous sommes dit que voilà, l'écrivain doit avoir un rôle sur la société. Nous devons être des gens qui doivent apporter des réponses aux différentes problématiques auxquelles nous faisons face. Et aujourd'hui, je pense que Totem, comme Apolly-Ange, nous sommes en tout cas en train d'essayer d'apporter notre pierre à cet édifice. Et Apolly-Ange, comme Totem l'a fait, nous avons essayé d'adapter la lecture, la littérature aux réalités du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons voulu utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour promouvoir l'écriture, pour promouvoir la lecture. Aujourd'hui, le théâtre, vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui m'intéresse, c'est-à-dire le théâtre agonise. On assiste à l'agonie de ce genre. Aujourd'hui, on assiste également à l'agonie du roman, à l'agonie de la poésie, à l'agonie des nouvelles, de la littérature de manière générale. Et aujourd'hui, un projet comme Totem est en train de revigorer le milieu de la littérature, comme le théâtre également. Maintenant, ma contribution serait tout simplement de te conseiller de t'adapter à ces réalités, de nous présenter un théâtre qui parle à nos jeunes, qui parle aux enfants, qui aide les jeunes à faire face aux défis du siècle, à la communication, à la prise de parole en public, en tout cas à tous ces défis-là. Parce qu'on a besoin de ça.
tu fais partie de cette génération qui porte l'écriture libre, qui porte ce projet-là. Félicitations encore une fois. Donc c'est juste une contribution et non une question. Merci. Mais il y a une question qui m'intrigue et qui a tendance à me revenir de temps en temps. C'est la question portant sur votre titre. Pourquoi avoir choisi ce titre? C'est la seule question que j'ai jusqu'à maintenant. Merci. Ciao à tous, bonjour. Je suis Emmanuel Laboura-Nabosso, président des étudiants et des stagiaires congolais au Sénégal. De prime abord, j'aimerais féliciter. Je suis un peu ange pour son rôle parce que j'ai découvert notamment avec Rebus. Bon, je suis vraiment venu pour le débat parce que j'ai vraiment envie de développer le chose. Je suis pas très fervent de la lecture. Pour avoir j'ai cassé un livre, j'ai lu le préambule, bon, au vu des occupations, je ne l'ai pas terminé. Et j'ai pu m'apercevoir qu'il y a énormément de sujets tabous dont vous abordez dans le livre. Maintenant, la première question, c'est dans quel esprit vous avez consenti ce livre, dans quel esprit vous avez écrit? Parce que c'est des sujets tabous, et souvent on a peur d'exprimer des sujets tabous, de peur de choquer. Dans le même point, vous avez mis en avant que c'est une histoire réelle, et notamment vous avez fait référence à M. Bamba dans la salle. J'aimerais poser, est-ce qu'il y a déjà un tout dans la salle? Bonjour à tous, je suis Tika Nathan, étudiant en S3 de médecine vétérinaire. Je suis également poète, slameur et apprenti écrivain. En tant qu'amoureux de la plume, je tiens à féliciter l'auteur pour ses deux œuvres. J'ai beaucoup lu Rebus et j'ai vraiment aimé. Alors j'ai deux questions. Diarritou est-elle votre principale source d'inspiration? Et pourquoi était-ce à Josué de se convertir? Car cette dernière aurait pu faire autant. Merci. Je m'attendais à ces questions-là. Et ce sont les questions que j'appréhendais le plus. Je les appréhendais. Heureusement que j'ai travaillé ma réponse. Je vous le dis, hein. Donc, pourquoi le titre Diarritou Josué? À la base, c'était le mariage impossible. C'était ça le titre, le mariage impossible. Parce qu'on voyait bien que cette union-là n'était pas possible. Au début, c'était ça le titre. Il y a ma belle-sœur qui est en France, je la salue en passant, parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans la correction du livre, dans la modification, dans le peaufinement. Jokami, je te salue Jokami. Elle m'a dit, le titre, le mariage impossible, nous révèle déjà que ça parle de mariage et que ce sera impossible. Ça ne nous donne pas envie de lire. Parce que quand je lis le mariage impossible, je sais ce qui m'attend. Il y aura un mariage qui ne se déroulera pas, qui n'aura pas lieu. Donc trouve quelque chose d'autre. Je suis resté tranquille, j'ai dit, mais elle a raison. Je vais chercher quoi? J'ai cherché, j'ai réfléchi et j'ai vu que mon histoire se rapprochait un peu de Roméo et Juliette de Shakespeare. Je me suis dit, mais c'est la même chose. Et lui, il a mis Roméo et Juliette. Je n'ai qu'à mettre les prénoms des deux acteurs principaux, Diarritou et Josué. C'est ce que j'ai fait. Et lorsque vous lisez Roméo et Juliette, il y a des similitudes. Voilà. Parce que Roméo et Juliette, pour digresser un peu, Roméo et Juliette, leur amour aussi, elle n'est pas consentie par leurs parents. Les parents ne sont pas d'accord, ils vont s'enfuir, l'un va s'enfuir, va revenir, ils vont vouloir mourir, l'un va mourir, ils vont mourir tous les deux, etc. Donc c'est pratiquement la même chose. Sauf que le dénouement n'est pas le même. Et lorsque l'Harmattan, parce que l'Harmattan pose des questions, ils sont ardus, ils filtrent, ils m'ont demandé, que dirais-tu à un libraire qui doit vendre ton livre? Que lui dirais-tu? Je me rappelle avoir répondu, monsieur, avez-vous déjà lu Roméo et Juliette? Si vous avez lu Roméo et Juliette, vous l'avez en version moderne et africaine. La deuxième question, c'était monsieur Adélard, à savoir si Diarritou était dans la salle. Diarritou n'est pas là.
Djaretou n'est pas là. Et la suivante, c'était quoi? Dans quel esprit oui, dans quel esprit je pense que... Étant donné que vous abordez énormément de sujets tabous à l'intérieur, effectivement. Quel était même l'ossature, voilà, dans quel esprit, voilà, par rapport aux pressions? Effectivement. C'était dans le but vraiment de dénoncer. Comme j'ai dit, pour moi, l'excision, de mon point de vue, de mon homme point de vue, est une violence faite est une forme de violence faite à la femme. Est une forme de violence faite à la femme. Le mariage forcé est aussi une forme de violence faite à la femme. Parce que c'est vrai que nous ne devons pas toujours suivre le modèle occidental qui est libéral, parce que vous et moi, nous sommes Congolais, mais ici, il y a des Sénégalais. C'est pas la même chose, c'est pas la même culture. Chez nous, nous choisissons. Dès l'âge de 15 ans, 16 ans, papa te dit, bon, tu es libre, va faire ce que tu veux. Ici, on reste avec son père jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans. On reste dans le toit familial. Chez nous, dès que tu as 15 ans, papa te dit, sors de chez moi. Oui, au Congo, c'est comme ça. Dès que tu as 12 ans, on te met déjà une chambre dehors. Dès que tu as 18 ans, 19 ans, on te dit, hey, toi, va te chercher, sors de chez moi. C'est ça la différence. Ici, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on le couvre encore. Donc, c'est différent. Donc, le mariage arrangé, je ne vais pas l'aborder parce que c'est la tradition et je la trouve quand même louable. Lorsque les deux protagonistes sont d'accord. Ce que je déplore, c'est le mariage forcé. La fille ne veut pas épouser un tel, on l'oblige à l'épouser, une contrainte. Même si la contrainte n'est pas physique, mais elle est morale. Papa te dit, tu dois épouser un tel. Et si tu ne l'épouses pas, il y a problème. Et parfois, la fille va dans ce mariage-là à contre-cœur. Et ça crée les divorces. Donc, quand j'abordais ce thème-là, c'est comme si je le prenais avec le gant, quoi, avec des gants. Mais méticuleusement, je pense que c'est le professeur Sako qui l'a dit, que je les ai abordés sans vouloir heurter. J'ai posé les thèmes, mais je les ai juste mis dans la rue, je les ai juste mis en clair afin que tout le monde puisse les voir, mais en portant mes gants. Parce que ce sont des sujets, comme vous l'avez dit, qui sont tabous ici, mais qui doivent être posés, dont on doit débattre. L'excision, c'est inadmissible de nos jours. Je ne vous cache pas qu'il y a un de mes professeurs qui me disait que l'excision était bonne. Pour lui, il faut pratiquer l'excision. Pas parce qu'il veut porter violence à ces enfants-là, mais parce que pour lui, c'est la tradition qu'il faut appliquer. Pour lui, c'est normal. Il ne voit pas le côté où il y a une violence faite à la jeune mineure qui subit cela. Parce que je suis sûr que lorsqu'elle grandit, si on lui demande « Est-ce que tu aurais préféré qu'on t'excise ?» Je ne suis pas sûr que ces femmes excisées accepteront cela. Donc c'est un peu dans ce sens-là, je les ai abordés pour dénoncer, pour que nous puissions évoluer. On a parlé d'évolution, d'aller vers l'avant, pour que nous puissions évoluer et que nous puissions changer certaines pratiques qui ne sont pas bonnes. Je suis pour la tradition, mais je suis pour que la tradition ne soit pas une forme de violence, ne soit pas une contrainte, ne soit pas mauvaise pour certaines personnes. Parce qu'il y a certaines pratiques, en un mot, qui ne sont pas bonnes. Voilà. Et la dernière question, c'était est-ce que Djaretou est celle qui m'a inspiré pour le livre? Oui. Bon, ma principale source d'inspiration. Pour ce livre, Djaretou est ma muse. Ça, je ne le cache pas. Elle est ma muse. Ma muse, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a inspiré du début à la fin. Elle était là. Le poème... Et je vous le dis très clairement, le poème, je l'ai écrit de tout cœur en pensant à elle. Tous les mots, tout ce qu'il y a dedans, tous les rapports, tous les échanges sont réels, sont vrais. Et même lorsque j'écrivais, j'étais ému. J'étais ému quand j'écrivais. Donc c'est ma muse naturellement. D'accord. Pourquoi c'était à José de se convertir? Ça, c'est une très bonne question. Il y a M. Sen qui nous disait tout à l'heure que c'est toujours l'homme qui va mourir. Jamais la femme ne meurt pour l'homme. C'est pas faux, hein? D'accord. Je pense que nous sommes africains. Et là, souvent, avec maman, nous débattons, nous discutons sur ce genre de thème-là. Nous sommes pour une société patriarcale, où c'est l'homme qui décide. Mais la femme a sa place.
Lorsque je vois le foyer dans lequel moi j'ai grandi, le père avait le dernier mot. Mais tout le reste, c'est maman qui faisait. Et lorsqu'il se retrouvait dans la chambre, parce que moi j'avais la chance d'être dans une chambre où j'étais juste à côté de la leur. Juste à côté de la leur. Et chaque matin, le vieux, avant de partir à l'école, il parlait toujours avec sa femme. Et il avait toujours une oreille attentive par rapport à ce que la femme disait. Moi, je savais que dehors, on pouvait se dire que c'était papa qui dirigeait le foyer, mais moi, je savais que tout ce que papa faisait venait de maman. Vous voyez? Maman ne sort pas pour dire que c'est moi le chef de famille, etc. Non. Mais au-dedans, dans la chambre, elle fait tout ce qu'il faut pour que le foyer soit au top. Pour que tout aille bien dans la famille. Papa, il va chercher l'argent, il revient, etc. Mais c'est maman qui dirige le foyer en silence, dans le bas, dans le fond. Et c'est cette société-là que nous voulons. Alors, pour répondre à votre question qui était... Répétez-moi votre question. Pourquoi est-ce Josué? Parce que justement, l'homme, certes, dans l'exemple du foyer que j'ai pris, c'est la femme qui dirige, etc. Mais l'homme, dans notre société patriarcale, c'est celui qui va dans les situations difficiles, qui impose l'acte physique, etc. Et dans notre société patriarcale africaine, c'est pas l'homme qui épouse c'est pas la femme qui épouse l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme. C'est à l'homme de faire les sacrifices qu'il faut pour la femme. Et si je venais maintenant à la réalité de Djaretou et Josué, vous voyez bien que quand je parlais même à M. Adélard ici, que nos sociétés ne sont pas les mêmes. Au Congo, on nous dit, vas-y, tu es libre, etc. Même à la femme, quand elle a 20 ans, 23 ans, on commence à lui dire, et toi, tu vas te marier quand? Et toi, il faut aller te marier. Au Sénégal, c'est la même chose, certes, mais nous ne sommes plus libertins. Il y a plus de liberté chez nous. Djaretou est dans une famille musulmane. Ancrée, je l'ai précisé dans la 4e de couverture, ancrée dans le mouridisme. Donc chez eux, c'est quelque chose. Elle ne peut pas dérober à certaines choses. C'est impossible. Autant qu'elle a même se tuer. Lorsque son père dit « tu n'épouseras pas un tel », elle ne peut pas. Et dans sa religion, elle ne peut épouser qu'un musulman. Mais moi, ma religion à moi, m'autorise à épouser qui je veux. Ma religion m'autorise à épouser qui je veux. Et j'ai une conception assez différente de la religion. C'est dit dans le livre. La religion, ce n'est que des stéréotypes imposés par des hommes. Dieu ne nous jugera pas par rapport à notre religion. Dieu nous jugera par rapport aux actes que nous aurons posés. Et il y a une question qui me revient toujours, une chose que je dis toujours. Aujourd'hui, monsieur peut être musulman. S'il commet des fautes, arrivé au paradis, Dieu le laisse passer parce qu'il est musulman. Et monsieur qui est athée, il arrive au paradis, il a commis de bonnes actions sur terre. Et Dieu le met au dehors parce qu'il n'est pas musulman ou chrétien. Dieu serait injuste. Or, Dieu n'est pas injuste. Donc Dieu nous jugera par rapport à nos actions. C'est pourquoi c'est Josué qui se convertit, parce que pour lui, la religion... Merci maman. Parce que pour lui, la religion, c'est quelque chose que les hommes se sont imposés. Et Bamba le lui rappelle. Change de religion, tu peux être musulman, etc., etc., etc. Ce qui compte, ce sont tes actions. Pose des bonnes actions et tu auras ta place au paradis avec ta famille. C'est pourquoi il change de religion pour épouser la religion musulmane. Et il épouse sa bien-aimée. Il va l'épouser, je l'espère, je crois. L'histoire n'est pas encore terminée.